Bonjour à tous, merci d'être si nombreux ce matin pour assister à ce nouveau rendez-vous d'Urbis Le Mag et de l'agence d'urbanisme de Flandre-Dunkerque. Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes un fidèle lecteur d'Urbis Le Mag, mais nous nous intéressons beaucoup cette année au design actif qui est au centre de nos préoccupations. Nous croyons très fort à cet outil qui nous semble receler des nouvelles potentialités pour l'aménagement des villes de demain. Et c'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui Nicolas Fielen, qui est à mes côtés, qui est chercheur en psychologie sociale et qui va décrypter pour nous les coulisses du design actif, ce qu'on ne voit pas de prime abord, c'est-à-dire les leviers psychologiques qui régissent ces aménagements de design actif. Donc Nicolas, je vais vous donner la parole une trentaine de minutes, comme toujours pour nos rendez-vous habituels. Et puis les 30 minutes qui suivront seront consacrées à vos questions dans la salle et par écrit via notre chat. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup et puis merci de cette invitation à parler de ce croisement entre les sciences psychologiques, cognitives et du design actif. C'est un croisement un peu opportuniste, on va dire, hein. Ce n'est pas forcément à l'origine des démarches, mais quand on éclaire ces démarches de design actif par les acquis de la recherche dans les sciences qu'on appelle les sciences comportementales, c'est vrai qu'on regarde les choses d'une autre façon, on arrive à intégrer des éléments peut-être un petit peu différents et à produire peut-être des effets aussi différents. Donc, je vais utiliser 30 minutes pour vous donner vraiment un très rapide aperçu de ce qu'ont pu produire ces sciences-là et en quoi ça a informé des démarches de design actif dans une acception assez large. Et je m'appuierai là-dessus à la fois sur des travaux de recherche fondamentales qui nourrissent des publications en grand nombre et qui parfois restent un peu trop enfermés dans des revues scientifiques. On a du mal à faire sortir des revues scientifiques et heureusement aujourd'hui on fait un peu mieux ce travail-là. Mais c'est aussi des travaux qui nourrissent une forme d'innovation publique. Donc, je mène des travaux dans le cadre de la chaire innovation publique de l'INSP, qui est une chaire partenariale. Et puis, j'ai l'occasion d'appliquer un peu tous ces travaux-là dans le cadre de la direction scientifique de l'unité sciences comportementales de la SNCF. On se pose beaucoup de questions, évidemment, sur ces sujets-là et où ça donne surtout l'occasion d'expérimenter en vrai dans des espaces sur lesquels on arrive à avoir une relative maîtrise et dans lesquels on peut déployer des solutions et des expérimentations. Donc l'idée, c'est de se poser la question, puisqu'on est, je me situe du point de vue des sciences comportementales, la question du comportement humain et de sa dimension parfois un peu irrationnelle. C'est-à-dire que quand on parle de design actif, on parle quand même de stratégies qui visent à aider une forme de transformation des pratiques et des usages, dans l'idée que les usages qui sont actuels et qui sont un peu automatiques sont pas forcément les plus favorables à la santé, à l'environnement, au bien-être. Donc, il y a quelque part quand même en jeu les limites de la cognition ou de la psychologie humaine, qu'on soit seul ou qu'on soit en groupe, dans des formes de comportement et d'usage qui peuvent paraître effectivement complètement irrationnels. C'est aussi pour ça qu'on aime bien l'humain, hein. C'est parce qu'il n'est pas complètement prévisible et un peu irrationnel. En même temps, c'est des choses sur lesquelles on a commencé à travailler, qu'on comprend un peu mieux aujourd'hui, et qui ne sont pas simplement de l'ordre de l'irrationalité, qui sont de l'ordre d'autre chose. Et les démarches en design actif aujourd'hui viennent exactement se situer à cet endroit-là, c'est-à-dire ce moment où on se pose la question du rapport qu'il peut y avoir entre des aspirations, des ambitions, des objectifs de bien-être, de santé, d'action favorable à l'environnement et leur mise en œuvre effective. Et ça, les acteurs publics sont quand même aux prises partout avec cette question-là, c'est-à-dire comment comprendre qu'on est aujourd'hui développé des connaissances sur ce qui est bon pour la santé. En gros, tout le monde sait à peu près ce qu'il faudrait faire, mais que le passage à l'action est un peu plus compliqué et que c'est en fait la partie un peu décisive aujourd'hui de la transformation des comportements et au final de la transformation peut-être aussi de nos sociétés au travers des pratiques, des modes de vie, c'est arriver à passer de l'intention à l'action. Et ça, c'est un problème qu'on partage tous, tout simplement, parce qu'on est tous un peu aux prises avec cette difficulté à réaliser nos bonnes intentions. On reprend de manière assez régulière des engagements à faire ceci, à faire cela. Le 31 décembre au soir, on aime bien reprendre les bonnes résolutions de la nouvelle année.
on sait que ces nouvelles résolutions ont tendance à être abandonnées très vite et qu'à la mi-janvier, à peu près 80%, voire 90% de nos bonnes résolutions sont abandonnées. On le sait aujourd'hui par tout un tas de travaux sur le suivi des applications, par exemple, de régime ou d'activité physique, qui voient les engagements exploser le 31 décembre ou juste avant et qui les voient s'effondrer à partir du début janvier. Autant dire que le passage de l'intention à l'action est un peu compliqué. Donc, c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup à cette question de comment on passe de l'un à l'autre, comment on arrive à créer un pont au-dessus de ce fossé entre l'intention et le comportement. Et là, on se rend compte que ça n'est pas qu'une question de psychologie. Tout simplement parce que les individus, les groupes développent des motivations, ont des connaissances, ont des intentions, ont envie d'agir, sauf que quelque chose se passe qui freine le passage à l'action. Et c'est là-dessus qu'on travaille beaucoup, qu'il y a un potentiel qui est repéré, qui est aujourd'hui bien établi dans l'accompagnement des transformations de la transition, qu'elle soit écologique ou alors de l'accompagnement de l'amélioration des comportements de santé, par exemple, voire des sujets plus larges qui relèvent des relations sociales, de l'inclusion, des rapports hommes-femmes, etc., où là encore, on voit se développer des intentions de bien faire, mais le passage à l'action est un peu plus compliqué. Et ça, c'est vraiment, à l'heure actuelle, une problématique qui est majeure, sur lesquelles les travaux soulignent l'importance qu'il y a à essayer de comprendre cette question du changement de comportement. On a fait beaucoup de travail au niveau de la sensibilisation, de l'information, de la prise de conscience. Aujourd'hui, on arrive à la frontière, donc au dernier kilomètre, et ce dernier kilomètre, c'est le passage à l'action, c'est l'aspect comportemental. Et c'est pour ça qu'on travaille dans le champ des sciences comportementales à essayer d'aller jusqu'à ce dernier kilomètre, ces derniers 100 mètres peut-être, ou ce dernier mètre qui est celui du passage à l'action et qui pose des enjeux qui sont très spécifiques, vraiment qui n'ont rien à voir avec les enjeux de la sensibilisation, de la prise de conscience, de la mobilisation un peu de principe, du développement des valeurs ou des intentions, c'est celle du passage à l'action. Et l'environnement joue un rôle clé, et on le verra, et c'est pour ça que les approches en design actif croisent tous ces enjeux-là et viennent en fait offrir un levier qui pour moi est absolument majeur sur ces sujets de changement de comportement. Alors quand je parle de design actif, donc j'avais contribué au guide du design actif qui a été développé par la MCT dans le cadre de la mission sur les JO 2024, où il y a eu des définitions qui ne sont pas tout à fait les mêmes. On sait qu'elle est ouverte, tout comme la définition du design, qui est ouverte et évolutive. En général, on l'entend comme des aménagements qui favorisent le développement d'une activité physique, de mode actif, de déplacement, des usages qui sont un peu plus positifs pour la santé et pour le bien-être. Après, moi, je repars d'une définition un cran avant, qui est celle de design en termes de dessin, dans le sens dessin EIN, de projet, d'intention, donc de développement d'une intention, donc d'aménagement qui ont un projet et un objectif relativement explicite et qui, pour ça, dans cet objectif-là, travaillent sur ces sujets de passage à l'action et sont en fait des clés pour activer ce passage à l'action. Et encore plus largement, et en faisant encore un pas en arrière, c'est l'idée de lier la conception avec l'anticipation de ces impacts possibles et de ces innombrables impacts possibles. Il y a quelque chose de nouveau là-dedans, il y a quelque chose d'ancien. L'évaluation des impacts en santé des aménagements urbains, c'est assez ancien. C'est des choses qui amenaient à s'interroger sur l'impact sanitaire d'aménagement urbain. Quand on croise ça avec les enjeux aujourd'hui du design actif, on se rend compte qu'on a de la matière déjà et qu'on avait des pistes qui commençaient à traiter cette idée de l'impact sur la santé des aménagements. Alors l'idée, c'est d'amener à ça cette contribution des sciences comportementales. Donc juste un petit point d'arrêt sur les sciences comportementales quand même, qui ne sont pas une discipline académique. En France, en tout cas, il n'y a pas de laboratoire de sciences comportementales. Il y a des laboratoires de sciences cognitives, de psychologie, de neurosciences, parce que sciences comportementales, c'est une variété de sciences qui parfois sont en accord, des fois épistémologiquement s'entendent pas du tout et n'ont pas du tout les mêmes options. Donc il y a une vraie diversité et il faut avoir ça en tête quand on parle de sciences comportementales. Il y a vraiment une vraie diversité d'approche du comportement. On peut l'approcher par les sciences cognitives qui sont plutôt sur l'étude du raisonnement humain, du traitement de l'information, l'homme-ordinateur qui prend des décisions, des neurosciences qui ne sont pas étrangères à tout ça, parce que les neurosciences travaillent aussi le rapport entre les fonctionnements biologiques et la prise de décision. Et évidemment, dans un environnement urbain, par exemple, le stress inhibe
certaines formes de prise de décision empêchent de considérer certains types d'informations, voire certains types de perceptions. On a une projection dans l'espace visuel qui est diminuée par le stress, donc on est moins capable d'anticiper des mouvements en situation de stress que quand on n'est pas stressé, par exemple. Et puis des dimensions comme la psychologie ou des disciplines comme la psychologie ou la psychologie sociale sur voilà, les images de pensée, les perceptions qu'on peut avoir, les motivations, les émotions qu'on peut développer et qui donnent du sens à ce qu'on fait au quotidien. Alors toutes ces sciences-là, elles amènent à souligner plusieurs choses dans ce qui produit des comportements et on se rend compte que le design actif, de manière intuitive, parfois, souvent, de manière réfléchie, parfois, reprend ou repose sur des éléments qui sont des acquis de ces sciences-là. Le premier élément, c'est sur ce qu'on appelle les deux systèmes de pensée, qui sont deux modes de fonctionnement qui cohabitent chez l'humain, mais pas que chez l'humain, et qui sont toutes nos actions, nos décisions quotidiennes se situent entre ces deux systèmes et reposent sur l'un ou reposent sur l'autre. C'est des choses qu'intuitivement on connaît depuis longtemps quand on parlait du cerveau reptilien ou autre. Un fonctionnement très rationnel, réfléchi, lent, qui demande beaucoup de ressources cognitives, et un fonctionnement plus automatique, plus rapide, plus réflexe, qui lui permet d'économiser notre charge mentale, d'économiser nos ressources cognitives. La grande réussite du cerveau humain, c'est l'économie cognitive. C'est savoir produire énormément de décisions avec peu d'efforts. Donc en fait, la réussite du cerveau humain et de l'esprit humain, c'est d'abord de savoir ne pas dépenser son énergie quand on n'en a pas besoin. C'est pour ça que ce système 1, ce système automatique, il est absolument fondamental dans la grande majorité de nos décisions quotidiennes qui sont prises en fait de manière complètement automatique. On ne réfléchit pas à si on s'assoit ou pas quand on arrive dans une salle comme celle-ci, on ne réfléchit pas à comment on ouvre une porte, on ne réfléchit pas à tout un tas de situations. Dans l'espace public, on réfléchit finalement assez peu, à part les moments où on est perdu, qui sont des moments particuliers, mais sinon on a tendance à prendre les décisions de manière automatique. Et en fait, ce système automatique, il ne se repose pas pour décider sur des informations, il se repose sur des indices. Il se repose moins sur la vision centrale que sur la vision périphérique. Il se repose sur des schémas comportementaux installés ou décodés de manière extrêmement rapide dans l'espace public et pas sur une analyse du coût et du bénéfice de chaque option qu'on pourrait prendre à se diriger de cette façon ou à utiliser tel aménagement ou tel autre. Donc, ça veut dire tout simplement que dans les logiques d'aménagement, il y a, quand on accompagne des comportements, quand on essaye d'inciter à des usages, il y a ces deux logiques qui cohabitent entre des logiques qui font appel à ce système 2, on va dire, explicite, l'information, c'est tous les documents qu'on a tous lus sur les comportements favorables à la santé. Et ça, c'est dans notre mémoire à long terme, c'est des choses qui ont permis de la prise de conscience, la prise de connaissance. Ces connaissances ne sont généralement pas activées dans la prise de décision automatique quotidienne. Donc, un système peut avoir été gonflé à bloc et n'être absolument pas activé dans un espace dans lequel on ne sait pas faire appel à lui, tout simplement parce que la décision est plus automatique. Donc, comment travailler aussi autour de ces automatismes par l'environnement, par les indices, par les signes périphériques, par les schémas comportementaux, etc. Et c'est un peu là-dessus qu'il y a cette rencontre. Alors, exemple de fonctionnement très automatique de l'esprit humain et qui montre un tout petit peu les limites d'une approche trop rationnelle, c'est d'une part ce qu'on appelle la préférence pour le présent. Donc, le fait que l'humain a mis beaucoup de temps à développer une conscience du futur. C'est en fait relativement récent l'idée qu'on peut prévoir demain et qu'on peut organiser nos pratiques par rapport à demain, parce que ce qu'on fait aujourd'hui aura un impact sur demain. C'est vraiment très récent et dans une vie humaine, à l'échelle d'une vie humaine, on met du temps à l'acquérir. Tous ceux qui ont eu ou qui ont des enfants en bas âge savent que c'est des purs impatients. Ils n'ont pas de perspective future, ils ne savent pas attendre parce qu'on met du temps à le développer. Donc ça restera toujours difficile pour un humain de considérer de manière aussi concrète ce qui vient dans le futur que ce qui est dans le présent. Donc le présent a toujours tendance à jouer un rôle extrêmement fort par rapport au futur. Ce qui fait que la seconde que je vais perdre à attendre que le feu passe au vert est quand même beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus insupportable que le risque d'accident mortel que je peux avoir, tout simplement parce que l'accident mortel, il a lieu dans quelques minutes alors que mon attente, elle est immédiate.
Et ça crée des échelles et des différentiels de prise de décision qui sont extrêmement défavorables à tout un tas de comportements. Je prends l'escalator parce que sur le moment, c'est plus agréable, il y a quelque chose qui m'y incite, plutôt que l'escalier parce que les bénéfices de l'escalier sont projetés dans le temps. Et parce qu'ils sont projetés dans le temps, ils font l'objet de cette dévaluation qu'on appelle dévaluation hyperbolique. C'est-à-dire que dès que c'est projeté à tout à l'heure, à demain ou après-demain, ça n'a plus aucune valeur. Le deuxième biais qu'on a et qui est issu aussi de l'histoire humaine, c'est cette idée qu'on est beaucoup plus attentif à ce qu'on risque de perdre qu'à ce qu'on risque de gagner. L'histoire humaine, pendant très longtemps, ça a été d'éviter les problèmes, ça n'a pas été de viser les réussites. Il s'agissait d'arriver à survivre aussi longtemps que possible et pas de faire carrière ou d'avoir une Rolex à 50 ans ou plus tard. Donc, c'était vraiment le sujet. Donc, ça nous a rendus ultra sensibles au risque de problèmes, au risque de perte plutôt qu'à la potentialité ou à l'opportunité de gain. Donc, de manière très automatique, on a tendance à être orienté dans nos décisions par l'évitement de ce qui pourrait nous coûter, de ce qu'on perçoit comme potentiel risque ou potentiel coût, plutôt que d'être attiré vers les réussites. Donc, ça veut dire que l'effort immédiat que je dois faire pour monter un escalier plutôt que prendre un escalator, d'une part, j'en vois les pertes plutôt que les gains, et d'autre part, j'en vois les coûts à court terme plutôt que les bénéfices à long terme. Donc, ça veut dire qu'on a une architecture de choix, comme on dit, qui est extrêmement défavorable. Et ça, d'autant plus si ceux qui nous entourent font les mêmes choix. Ils sont tous, tout le monde est sur l'escalator. Bon, je vais prendre l'escalator. Tout le monde attend devant l'ascenseur. Je vais prendre l'ascenseur, etc. Tout simplement parce qu'en tant qu'humain, on est extrêmement sensible aux signes sociaux. On est des êtres sociaux, donc on prend nos décisions en relation avec les autres. Donc ça veut dire que des signaux très très faibles, des fois, pèsent extrêmement lourd dans la prise de décision. Comment rendre un bénéfice immédiat là où il est reporté dans le temps? Comment faire apparaître le risque de ne pas faire plutôt que le bénéfice de faire? Et comment arriver à introduire des signes sociaux d'usage qui sont pas ceux qui sont les usages existants. Comment montrer qu'un escalier est utilisé plutôt que pas utilisé. Là, ensuite, comment activer ces choses-là? C'est l'espace ouvert à la créativité. On peut le faire de 1000 façons. Il y a eu des tests, par exemple, comment user un tout petit peu le sol à un endroit pour que ça donne envie de passer par là plutôt qu'ailleurs. C'est un peu comme c'est tracé sur des herbes où les gens passent et où, dès que le chemin est tracé, les gens vont avoir tendance à prendre ce chemin. Donc, on peut produire des signes d'usage qui aident à prendre des prises de décision, par exemple. On peut recadrer des choix, on le verra dans les exemples que je pourrais prendre ensuite. Et c'est vrai qu'à la SNCF, par exemple, quand on se pose la question sur tout un tas de sujets de transport, on se rend compte de cette irrationalité. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler sur la sécurisation des traversées tramway, de voies de tramway. On sait que l'intégration urbaine du tramway est une force, mais c'est aussi un risque. C'est-à-dire qu'il engage et il entraîne pas mal de comportements à risque. Et que là encore, le design des espaces peut aider à sécuriser et à faire prendre de bonnes décisions, là où pour le moment, on a affaire à l'évitement des pertes, c'est-à-dire que les gens, tout ce qu'ils voient, c'est le risque de perdre du temps, c'est pas le risque d'avoir un accident grave en étant percuté par le tram, le risque immédiat plutôt que le risque lointain, et dès que quelqu'un se met à traverser, même si c'est risqué, les autres ont tendance à suivre. Donc on voit ces trois automatismes qui sont activés dans de nombreuses décisions. Alors, un exemple de ce système 1 est un exemple assez connu, c'est presque sous la forme d'une histoire, c'est comment on arrive à réduire un peu les comportements qui produisent un peu de saleté, on va dire, dans les urinoirs pour hommes. C'est une histoire qu'on raconte beaucoup. Beaucoup de choses sont tentées, des messages, jouer sur la civilité, faire appel à l'humour, pourquoi pas, en disant rapprochez-vous, c'est peut-être plus court que ce que vous croyez, etc. Comment encourager les hommes à être un peu plus propres dans les urinoirs, sachant que l'entretien des urinoirs est quand même une calamité dans la plupart des espaces publics. Donc tous ces éléments-là ont été utilisés et essayés sans forcément beaucoup de succès. Ce qui a priori le mieux fonctionné, c'est le dessin de la mouche. Donc c'est dessiner une mouche à l'endroit stratégique dans l'urinoir pour que les hommes s'amusent à la viser et que du coup, comme c'est au bon endroit, il y a moins de rebonds et du coup, ça réduit de manière significative, semblerait-il, puisque ça a été testé dans un aéroport à Amsterdam et que la mesure montrait une diminution a priori de 80% des frais de nettoyage. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Et ça fonctionne par le système 1, c'est-à-dire que là, c'est parfaitement automatique. Et chaque fois qu'on a la mouche, quand on est dans la situation, c'est vrai qu'on ne peut pas s'empêcher de viser la mouche pour voir si elle ne va pas s'envoler. Donc on peut utiliser d'autres stratégies. Après, est-ce que les hommes sont plus civiques en sortant d'un urinoir avec mouche, d'un urinoir sans mouche? C'est pas sûr.
Et puis, dans l'autre urinoir où il n'y a pas de mouche, le changement de comportement est peut-être pas là. Donc, on voit à la fois la force des environnements pour nous aider à agir dans des sens qui sont peut-être plus conformes à nos valeurs, mais en même temps, la limite, si ça ne s'accompagne pas d'une forme de prise de conscience. Système 1, système 2, comment les deux doivent travailler ensemble pour essayer de produire des changements de comportement qui sont aussi durables. Autre acquis de ces travaux en sciences comportementales, c'est qu'on sait comment se construit une intention. On sait comment des personnes en arrivent à changer leur comportement et que quand on veut accompagner de la transformation des comportements, ce qu'il faut d'abord faire émerger, c'est la naissance d'une intention. Faire apparaître une intention, ça repose sur 3 éléments qui sont d'une part arriver à construire une image positive du comportement ou de l'usage, d'autre part arriver à produire et à faire exister une norme sociale, rendre ce comportement désirable, oui, mais désirable collectivement, le fait qu'on ait l'impression que les autres le font et quand les autres le font, c'est plutôt bien vu, et d'autre part développer des sentiments de capacité. Et ça, c'est vraiment clé, c'est-à-dire donner l'impression qu'on va être capable de surmonter un obstacle, ou qu'on va être capable de mettre en œuvre un changement de comportement. Et ça, c'est des questions de perception. Je suis en train de parler de perception positive, de perception d'une norme et de perception de la capacité à agir. Et ça, ces 3 éléments-là arrivent à expliquer, prédire, composer à peu près 70% des intentions qui sont, si elles sont bien construites, sont des intentions qu'on appelle résilientes, c'est-à-dire des intentions qui ne vont pas s'arrêter au moindre obstacle, mais qui vont être capables de surmonter les différents obstacles. Alors ça s'applique de plein de façons. On peut travailler sur la représentation et sur l'image des comportements, par exemple en transformant la contrainte d'une distance par l'opportunité qu'elle représente. La distance chez l'humain, et en particulier aujourd'hui, est systématiquement perçue comme une contrainte. Donc l'espace qui me sépare de mon objectif est perçu comme une contrainte à la fois en termes de temps et à la fois en termes d'espace. Donc il y a un enjeu à essayer de produire d'autres significations de la distance et du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est systématiquement perdu ou est-ce qu'au contraire, on peuple le temps et la distance de choses qui font qu'on a l'impression que ça peut être un bénéfice? On transforme un plan ou plutôt que montrer des distances, on montre les calories qui sont perdues ou consommées en réalisant ces distances à pied, par exemple. Autre exemple sur la norme sociale, comment dénormaliser les comportements, par exemple. Ça, c'est une initiative qui avait été prise dans la ville de Bogota dans les années 80 ou 90 et qui consistait à dire, en fait, la clé pour retravailler des usages, c'est d'arriver à travailler la norme sociale. Donc, on va déployer une sorte d'armée de mimes qui vont venir questionner des comportements qui se sont normalisés, passer au feu rouge, ne pas respecter les passages piétons, se garer n'importe où, etc. Et qui, sous une forme bienveillante, un peu humoristique, venaient questionner les comportements, les dénormaliser et déconstruire un tout petit peu ces habitudes et réinterroger des normes existantes. Et ça a eu des effets assez massifs sur tout un tas de comportements qui relèvent de la civilité dans l'espace public suite à ces démarches-là. Sur la facilité, c'est toutes ces initiatives qui permettent, par exemple, de faciliter le choix. Et il y a des plans, par exemple, qui ont été développés à Lyon, qui essayent de produire une architecture de choix plus facile à percevoir entre le vélo, la voiture, et même pas la voiture, les transports en commun ou la marche à pied. Et essayer de montrer les distances, de faire percevoir les distances d'une manière qui soit plus appropriable et qui facilite la prise de décision et qui, même pour des personnes qui ne sont pas forcément acclimatées à la marche, faire en sorte que ça paraisse accessible, que la pente paraisse suffisamment faible ou que la marche paraisse suffisamment basse pour arriver à passer de l'habitude du tramway à une habitude qui peut être une habitude de marche à pied. Alors tous ces éléments, ils se retrouvent aussi et ils montrent aussi comment, et ça c'est vraiment un des acquis aussi de la recherche en psychologie sociale, comment chaque fois, quand on essaye de comprendre comment les personnes ou les groupes mettent en œuvre des comportements, on a affaire à la fois aux individus et à la situation. Et la base du croisement, je crois, entre le design actif et tous ces travaux-là, c'est cette symétrie d'attention entre les personnes et le contexte dans lequel elles agissent, et d'essayer de comprendre les résonances entre les deux. Et on parle vraiment de résonance, en fait, c'est-à-dire que les environnements sont capables de venir résonner avec des éléments psychologiques qui ne sont même pas de l'ordre d'attente, mais qui sont de l'ordre d'état d'esprit, qui existent tels quels, d'une personne pressée à un moment donné, d'une personne qui serait disposée éventuellement à prendre son temps. Si l'environnement arrive à rentrer en résonance,
individuellement ou collectivement, il est capable d'inviter à des usages, ce qu'on appelle l'affordance dans les théories du design et qui proviennent de travaux en psychologie sur la capacité de mettre en résonance des environnements avec des dispositions, des besoins, des attentes ou des demandes individuelles ou collectives. Alors, il y a des expériences fameuses qui montrent un peu ces éléments-là et le rôle qu'ils jouent dans les comportements. Par exemple, une expérience qui était autour de la parabole du bon samaritain. C'était dans une université, une expérience qui consistait donc une université catholique, à proposer et à scénariser pour des étudiants qui assistaient à un séminaire sur la parabole du bon samaritain, donc qui, sur la route de Jérusalem à Jéricho, où un marchand se fait attaquer, personne n'intervient, à part le bon samaritain qui, lui, prend sur son temps, prend sur lui, et donc une leçon d'altruisme, etc. Donc les étudiants assistent à une leçon d'altruisme pendant 2 heures, et ensuite, ils sortent de leur cours et sur le chemin de ce cours à un autre, il y a une étudiante qui visible, ou un étudiant, ça dépend des conditions, mais qui s'étale par terre et qui fait tomber ses affaires, et on compte le nombre de gens qui vont effectivement aider. Il y a une personne sur 3, en gros, on va dire à peu près, qui a un geste spontané d'aide en conditions normales. Et puis, ce qu'on fait varier dans une condition, c'est qu'on dit à l'enseignant du séminaire, on lui dit de finir son cours, soit en disant « vous avez votre prochain séminaire dans la salle B, allez-y », soit en disant « vous avez le prochain séminaire dans la salle B, faites vite », ou vous allez dans le prochain séminaire dans la salle B, vous avez le temps. Et ces 2 mots sont 2 mots clés pour la capacité à passer de l'intention à l'action, ou plutôt des valeurs à l'action effective. C'est-à-dire que quand on dit « faites vite », on n'a plus qu'une personne, 10% peut-être des gens qui font un signe spontané d'aide, et quand on dit vous avez le temps, c'est 60% qui font un geste spontané d'aide. Donc on se rend compte que des signes infimes de l'environnement sont capables de soit détruire le lien logique entre nos valeurs et nos comportements, soit de booster le lien logique entre nos valeurs et nos comportements. Et ça, le faites vite où vous avez le temps, les aménagements urbains n'arrêtent pas de produire ce signe-là. N'arrête pas de dire dépêchez-vous ou n'arrête pas de dire prenez votre temps. On sait la capacité des environnements à accélérer le temps ou à ralentir le temps en fonction du type de façade et de la façon dont est rythmée une façade, en fonction du type de revêtement au sol, en fonction de la proportion d'éléments verticaux ou d'éléments horizontaux. On sait dans les sciences cognitives et dans les sciences psychologiques comment tous ces éléments-là produisent un ralentissement ou au contraire produisent une accélération. C'est aussi les travaux assez classiques, l'image n'est pas très bonne, mais assez classique sur ce qu'on appelle la théorie du carreau cassé, qui malheureusement a été très détournée par rapport à son origine, qui à l'origine consistait à dire il n'y a pas de pommes pourries, il n'y a que des paniers pourris. C'est un peu la leçon que l'auteur de l'étude donnait au démarrage. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'en fait, il n'y a pas tellement... Le problème, par exemple, des actes d'incivilité, de dégradation dans les environnements, ce n'est pas tant le problème des individus que le problème de l'environnement. Et la clé n'est pas chez la punition des individus ou l'éducation des individus, c'est plutôt le fait de repenser le contexte. Et la théorie du carreau cassé à l'origine, c'est ça. C'est le fait de, quand on laisse une voiture à l'abandon dans un quartier, on va dire, un peu défavorisé par rapport à un quartier favorisé, c'est vrai, la voiture est dégradée plus vite dans le quartier défavorisé que dans le quartier favorisé. C'est le Bronx versus Palo Alto à l'origine. Sauf que quand l'auteur de l'étude va casser un carreau sur la voiture qui est à Palo Alto pour amorcer quelque chose, en fait, la voiture est dégradée aussi vite. Donc, c'est la question des signes de l'environnement, des signes un peu implicites que donne l'environnement qui, en fait, joue et a un effet majeur sur les comportements. Donc, travailler l'environnement, c'est travailler des éléments psychologiques qui ensuite produisent les comportements. Donc, c'est un peu cette leçon ou cette conclusion sur un comportement est toujours la résultante d'une interaction entre la personne et son environnement. Le comportement B, behavior, est une fonction de l'interaction entre une personne et son environnement. Et c'est là où on voit tout le potentiel du design actif. Comment nous, on a travaillé ça, par exemple, dans une gare où il y avait des problématiques d'urine dans l'espace public. On a constaté la problématique, on est allé interroger les gens, on a observé, on a essayé de comprendre pourquoi de l'urine dans l'espace public alors qu'il y a des toilettes gratuites à quelques mètres. Quand on s'est posé ces questions-là, on a commencé à voir
comment l'espace par lui-même parlait. Espace dégradé, espace non utilisé, espace déqualifié, comment la logique du coin aussi venait interroger un certain nombre de comportements et la problématique que de toute façon les humains ont avec les coins, puisqu'ils vont y faire tout ce qu'ils ne font pas ailleurs, etc. Donc tous ces ingrédients-là qui venaient expliquer un peu la part comportementale, avec en plus des gens qu'on a interrogés, pris sur le fait un tout petit peu, et qui disaient, mais on est désolé, et on voyait apparaître ce qu'on appelle cette décence ordinaire. Les gens savent que ça ne se fait pas, c'est pas vrai que c'est un problème d'éducation. La question c'est, ben voilà, quand on arrive ici, à vrai dire, quand on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est effectivement d'aller uriner contre le mur. Donc ce qu'on a fait, c'est effectivement retravailler l'environnement en renversant tous ces éléments, en se disant, s'il y a un problème de coin, effaçons le coin par l'anamorphose et créons ce rond. S'il n'y a pas de présence, produisons de la présence. S'il y a le sentiment qu'on est à l'abri des regards, mettons des regards pour montrer qu'on n'est pas tant à l'abri des regards que ça. Et si les présences produisent pas quelque part une considération, ben on va fabriquer une présence qui produit une considération, par exemple la présence des enfants. Et ça a permis de réduire de 80 à 90% l'effet d'urine dans l'espace public, mais surtout, ça a produit plein d'autres effets. C'est-à-dire que jusque-là, il y avait de l'odeur d'urine dans les vestiaires des agents SNCF. Ben, cette odeur d'urine a disparu et évidemment, pour la qualité de vie au travail, ça change un peu tout. L'espace paraissait, porteur d'un sentiment d'insécurité. Ce sentiment-là a été réduit et du coup, les détours que faisaient certaines personnes pour ne pas passer par cet endroit-là, en particulier les femmes ou les enfants, ben, ces détours ont disparu et les gens ont un rapport plus direct, un accès plus direct à la gare et au transport. Et puis l'expérience quotidienne d'être confronté tous les matins à l'odeur d'urine, elle aussi a été réduite. Donc des exemples comme ça, il y en a beaucoup. Ce qui est important pour nous, et c'est un travail qu'on avait fait avec l'agence Ogilvy pour la part créative, hein, parce qu'il faut une part créative dans ces. Il suffit pas des leviers comportementaux et des leviers scientifiques, il faut derrière le travail de créativité. Ça a été développé ensuite en grand dans un certain nombre de gares aujourd'hui à Paris. Hein, vous pourrez trouver ces aménagements-là si vous vous promenez dans les gares, et ça fonctionne. C'est-à-dire que comme on est allé étudier les leviers spécifiques cognitifs et psychologiques qui produisaient les changements d'usage, on est capable de déployer, même avec des dispositifs plus simples, moins coûteux. Et on comprend non seulement si ça fonctionne, mais pourquoi ça fonctionne. Et ça fait une vraie aussi différence, la question de l'évaluation, de comment on évalue, dans quelle durée, avec quelle durabilité, avec quelles conditions contrôle, comme on dit, parce que c'est toujours mieux de faire quelque chose que de ne rien faire, ça c'est sûr, mais faire A plutôt que B, ça, c'est une autre forme d'évaluation qui parfois n'est pas assez utilisée et ne permet pas au final de savoir vraiment ce qui fonctionne dans un dispositif de design actif. Donc j'en reviens à cette question de comportement irrationnel. On a fait des essais sur, par exemple, la prise de l'escalier. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on a menée à Lyon, qui est intéressante à plusieurs égards. Elle a eu un impact assez fort, pas hyper durable, parce que ça jouait sur la science et sur la surprise. L'idée, c'était de travailler ce que j'ai appelé l'architecture de choix. On a d'un côté un escalator éclairé sur lequel il y a du monde qui se nettoie tout seul, qui fait du bruit, etc., face à un escalier qui, lui, est dans l'ombre, qui est statique, qui est peut-être un peu plus sale et sur lequel il n'y a personne. N'importe quel cerveau humain, dans ce cas-là, il ne décide pas, c'est pas vrai. Il prend l'architecture de choix la plus favorable, la plus évidente, c'est l'escalator. Donc, on a essayé de rétablir ça en faisant réapparaître l'escalier. On pourrait se dire, mais pourquoi ne pas fermer l'escalator, diriger les personnes à mobilité réduite vers l'ascenseur et puis terminer, mettre l'escalator en panne. C'est ce qu'on a fait. On a mis l'escalator en panne un certain nombre de fois et puis on a fait une enquête en haut des escaliers pour savoir comment les gens vivaient, quelles intentions ils avaient de reproduire le comportement. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que chaque fois qu'on supprimait le choix, l'adhésion au comportement, la volonté de le reproduire était beaucoup plus faible. C'est-à-dire que les gens n'avaient pas envie de reproduire le comportement, lui trouvaient peu d'attrait, peu de valeur. Donc la dimension du choix, c'est l'humain, c'est pas rien. Ça crée un contrat, une relation au comportement. On se sent obligé de lui donner du sens. On a une forme de contrat avec son propre comportement. Et puis, fait notable aussi, les gens trouvaient la peinture plus jolie quand ils avaient eu le choix que quand ils n'avaient pas le choix. Ça, c'est les mystères de l'âme humaine. Effectivement, comme je le disais, l'effet a baissé. Donc ça, on l'a retravaillé ensuite par une autre intervention, donc dans une autre station à Lyon également, où on a travaillé un dispositif plus fin, plus dans le parcours, dont l'objectif était de dire on va essayer de créer un nouveau rituel. Un rituel un peu contextuel qui va consister à dire dès qu'il y a du monde sur l'escalator, on se dirige vers l'escalier.
Donc, on a créé une forme d'interrogation par le tracé d'une ligne qui, à un moment, monté dans le mur pour produire un peu l'alerte, c'est-à-dire le sentiment qu'il y a quelque chose qui nécessite la prise de décision. Et ensuite, au moment où on est face à l'option escalator versus escalier, s'il y a du monde sur l'escalator, il y a quelque chose qui nous engage à faire le choix qui peut être celui de l'escalier, des encouragements sur l'escalier et une forme de gratification en haut de l'escalier avec des trompe-l'œil qui donnait le sentiment d'être déjà dehors. Il y avait tout un processus d'accompagnement du comportement et qui, là, dans ce cas-là, montre un effet moins fort immédiatement, mais qui en fait augmente dans le temps et augmente quand il y a beaucoup d'affluence. Donc ça répond aux deux critiques qui existaient un peu sur ces nudges, on va dire, très visuels, qui jouent sur la surprise et qui en fait ne fonctionnent plus au bout d'un moment et dès qu'il y a du monde parce qu'ils deviennent invisibles. Là, on est sur des stratégies qui aujourd'hui sont beaucoup plus subtiles et arrivent à inscrire, à installer des comportements de manière beaucoup plus durable dans le temps. À Dijon, on a travaillé sur la question du repérage dans un pôle d'échange multimodal où le sujet était de dire est-ce qu'on peut réduire une distance perçue? Est-ce qu'on peut arriver à restreindre le sentiment d'espace? Parce qu'en fait, la problématique était que pour se diriger vers des bus à partir d'un arrêt du tramway, l'arrêt de bus apparaissait lointain. Et donc, on a fait tout un travail sous une direction artistique du studio Le Bleu, en l'occurrence, qui a repris des codes visuels de la Bourgogne, donc les tuiles, vous savez, en Bourgogne, il y a des tuiles en couleur. Donc, la direction artistique est importante parce qu'on va se nouer avec l'identité locale. Néanmoins, on utilise les travaux en sciences psychologiques et en sciences cognitives pour essayer de comprendre comment on structure une perspective pour arriver à réduire la distance psychologique perçue, la distance perçue. Et en fait, on a construit le dispositif, on l'a testé, on l'a déployé, on a fait une étude, on a étudié la perception des distances et effectivement, on a réussi à réduire la distance perçue et favoriser un accès à des lignes de bus qui, pour jusque-là, étaient sous-utilisées et retravailler un peu l'identité aussi d'une place qui avait tendance à être un peu dévalorisée. Donc, on travaille sur des sujets qui sont des sujets vraiment de perception qui engagent des changements de comportement. On est en train aujourd'hui de tester sur le passage à des mobilités plus actives, on va dire, c'est-à-dire de délaisser un segment sur un ou deux arrêts, délaisser le tramway pour la marche à pied. Donc pareil, on joue sur des réductions de distance, on joue sur la norme sociale, on joue sur l'attractivité du comportement, on joue à produire une expérience positive. Ces efforts conjugués, ces effets conjugués, donc on est en train de les tester, donc je n'ai pas encore les résultats. Mais là encore, la question, c'est plus quelle est la créativité une fois qu'on connaît les leviers sur lesquels on veut jouer? Comment on produit de l'interaction sociale dans un espace au bon moment, de la bonne façon, pour que ça puisse toucher l'ensemble des publics, d'une part, et d'autre part, que ça puisse produire une expérience qui a du sens et qui reste dans la mémoire. Comment on peut produire de la norme sociale? C'est par exemple le boulier que vous voyez là et qui, en fait, a pour seul objectif de produire une norme sociale et une interaction en disant, ben, puisque la place des boules va bouger et que je vois que chaque fois elle est différente, je sais qu'il y a du monde qui passe par là, même s'il n'y a personne. Donc, arriver à créer une trace d'usage qui produit aussi l'incitation au comportement. Et je termine sur le fait qu'on en arrive petit à petit avec toutes ces expériences, en particulier à la SNCF, à des modèles généraux qui nous permettent de dire, en fait, quand on veut comprendre l'expérience d'un espace, l'expérience d'une situation, il y a quelques dimensions sur lesquelles il faut s'arrêter et qui permettent de comprendre comment se fait cet échange. Ce qu'on appelle l'expérience, c'est vraiment le moment de vie d'un humain où il devient touché par son environnement et où on ne sait pas ce qui tient à l'humain et ce qui tient à l'environnement, ce qui tient à sa décision et ce qui tient à l'invitation qu'aura fait l'environnement. Et ça, il y a 5 dimensions qui sont capitales. La dimension du temps et de la temporalité, la dimension de l'espace et de sa compréhension et des cartes mentales avec lesquelles les gens agissent, la dimension du soi, se sentir accueilli, se sentir avoir sa place dans un espace, la dimension du rapport aux autres, la confiance, la distance avec les autres, et la dimension du contrôle et du choix. Est-ce que j'ai la main ou est-ce qu'au contraire, je me laisse emmener? Et en fait, par exemple, avec Gare et Connexion, on a créé des outils pour lire les environnements de gare à partir de ça, dans un espace où on en est, de la pression temporelle, de la perception d'un espace homogène ou au contraire très complexe, du sentiment d'accueil et de la place qu'on peut avoir, du rapport aux autres, etc. Et on a travaillé ces différents sujets sous forme d'expérimentation. On a pu ralentir le temps dans des couloirs du RER, par exemple. On s'est dit, travaillons sur le temps. Et puisque le blocage des portes, puisque la bousculade, puisque l'inattention aux autres tient à cette pression temporelle, on va jouer sur l'espace pour ralentir. Donc des fois, le design actif, c'est aussi de susciter moins d'activité.
de ralentir, d'apaiser, d'offrir des moments qui sont des moments de pause, etc. Avec des aménagements qui étaient basés sur des théories des sciences cognitives et de la psychologie, en jouant sur l'abstraction, l'évocation de nature, la verticalité. Donc, des moments où on sait que ces signes visuels produisent un ralentissement du temps, on a diminué de 20% le rythme de marche dans ce couloir. Autre exemple, sur la perception de l'espace, où on a retravaillé des plans à la gare de Strasbourg, qu'on a affichés en grand sur la verrière de la gare de Strasbourg, et qui consistaient à des plans qui ne permettent pas de se diriger. Donc, ce n'est pas des plans au sens de plans qui permettent de trouver sa route, mais c'est des plans qui permettent de travailler les cartes mentales. On a fait dessiner aux gens les espaces, on est parti de ces dessins pour retravailler des éléments de ces dessins et produire des choses qui sont un peu plus en résonance avec les cartes mentales telles qu'elles existent dans l'esprit de gens qui fréquentent des espaces. Et on a réussi à faire réapparaître des halls. Par exemple, il y avait un hall qui a disparu, on l'a fait réapparaître là où les gens voyaient que 2 halls. Suite à cette intervention, ils voyaient en fait 3 halls, donc ils étaient capables de se diriger vers le 3e hall. On a diminué de 10% la fréquentation d'un couloir qui était un peu en surcharge et du coup qui évitait aussi les travaux d'infrastructure pour élargir le couloir. Et ce qui est intéressant, c'est que ce dispositif marche autant chez ceux qui n'ont pas vu ou qui disent ne pas avoir vu le plan que ceux qui disent l'avoir vu. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une logique de vision périphérique et de vision un peu automatique. On a aussi des démarches en cours sur le rapport aux autres et le faire réapparaître les collectifs de différentes façons. Donc ça, je pourrais revenir dans la discussion dessus. Ou encore des choses qu'on a pu tester, là encore, dans des environnements de gare. Comment arriver à rendre ou à inciter à des comportements qui sont un peu plus, on va dire, solidaires. C'est la question des bagages oubliés dans le transport public. On s'est rendu compte que le problème des bagages oubliés, c'est pas tant que les gens oublient leurs bagages, c'est qu'il y a d'autres gens qui voient les gens oublier leurs bagages sans rien leur dire. Et en fait, le potentiel de changement, il est plutôt là. Parce que l'oubli, c'est difficile de lutter contre l'oubli. Donc, comment créer des espaces qui impriment et qui arrivent à activer cette considération pour les autres? Ça nous a amené à constater que la plupart des espaces publics imprime plutôt des logiques d'individualisme que des logiques de solidarité. Donc, de manière très expérimentale et un peu graphique, on s'est dit comment on peut inscrire davantage ces valeurs collectives plutôt que des valeurs individuelles. On l'a testé avec des éléments qui mettaient en avant des dimensions collectives. Donc, on a utilisé des techniques de la psychologie, ce qu'on appelle le priming, donc utiliser des évocations de collectifs humains très différents, donc des langues étrangères, arriver à activer la présence de certaines valeurs avec des phrases à trous qu'on ne peut pas s'empêcher de compléter automatiquement et qui mettent à l'esprit des mots à consonance collective ou à sens collectif. Et avec ces choses très automatiques, en fait, ensuite, quand on a testé en oubliant, en faisant semblant d'oublier des bagages, on a testé, on s'est rendu compte que là où on avait à peine 10% de rappels de gens qui signalaient aux autres, on est passé à 40%. Donc, on peut aussi créer de la solidarité par la conception des environnements. On peut travailler sur la question du choix, où par exemple, on a travaillé là encore dans des espaces de gare sur comment arriver à questionner sur des habitudes des gens qui se positionnaient sur les quais au mauvais endroit alors que le train n'allait pas se positionner là. Comment une ligne qui se transforme en 2 lignes était capable de produire un questionnement qui faisait que les personnes, du coup, avaient ce réflexe de chercher de l'information et en positionnant l'information au bon endroit, on arrivait à produire une prise de décision et arriver à interroger l'habitude. Et que cette logique de dire on va alerter, questionner, accompagner la décision, confirmer la décision, c'est en gros de l'accompagnement au changement, mais par l'espace. Donc, on arrive à travailler sur toutes ces dimensions. En ce moment, on a pas mal de projets autour, comme je le disais, de la sécurisation des voies tramway. Il y a eu pas mal de projets aussi sur la gestion des déchets et comment l'environnement peut aussi être incitatif à jeter nos déchets d'une manière différente, de prendre soin des espaces. Et on travaille aussi aujourd'hui à Lyon sur des démarches un peu plus globales dans un quartier qui cristallise pas mal de problématiques et où on reprend ces différents enseignements qu'on a pu avoir pour ralentir le temps, réouvrir l'espace des choix, créer du lien collectif et on concentre tout ça dans une espèce de scénario un peu plus global à l'échelle d'un quartier pour essayer de produire ce qu'ont pu produire d'autres démarches, mais on ne sait pas trop comment, mais en prenant le temps de se dire, voilà les éléments psychosociaux sur lesquels on va agir. Et les ingrédients qui peuvent venir alimenter les démarches de design actif. Il y a beaucoup d'exemples un peu partout. On commence à capitaliser tous ces savoirs-là. Il y a des collectivités qui aujourd'hui se structurent un peu pour s'appuyer aussi sur ces démarches-là et avoir des plans un peu transversaux en se disant comment on réinterroge l'urbanisme, mais aussi le reste de nos politiques publiques à partir de tous ces savoirs-là. La métropole de Lille est en train de le faire, la métropole de Grenoble, la métropole de Rennes, etc.
Et je trouve que là, il y a un vrai enjeu à croiser les services et à faire du transversal, puisque nous, on travaille à la fois sur le design actif parfois, sur les mobilités ou sur la désimperméabilisation des sols, par exemple. Et si on fait converger tout ça en se disant, comprenons la psychologie humaine, anticipons les usages en croisant les enjeux des eaux pluviales, de l'activité physique, de l'urbanisme favorable à la santé, de la sobriété énergétique, l'environnement, le contexte peut vraiment devenir un des enjeux et des leviers majeurs de la transformation et de l'accompagnement des changements de comportement pour les différentes transitions auxquelles on a affaire. Et je termine et je conclue vraiment là-dessus, c'est la question de l'affordance d'une part, comment on crée des espaces qui invitent à l'usage, qui donnent envie d'agir et qui sont capables de le démontrer. Et d'autre part, comment on garde toujours un œil, même si on est sur du détail technique, comment on garde toujours un œil sur la vue d'ensemble. C'est un peu l'image que vous avez à droite, c'est comment on garde en vue à la fois le lapin, le bateau, le chevalier et le bébé. Et ça questionne aussi l'action publique dans sa capacité à prendre du recul, à associer d'infimes détails, cette place ici, cette fontaine-là, cette façade ici, etc. On travaille aujourd'hui sur des sujets de sensibilisation à l'eau en travaillant les gouttières. Et en se demandant comment apparaissent les gouttières dans l'espace public pour qu'elles viennent travailler à la fois la sensibilité aux eaux pluviales, les connexions des uns avec les autres, parce qu'une gouttière, elle concerne un bâtiment, c'est un équipement collectif, mais en même temps, pourquoi pas un jeu qui peut relever du design actif. Et on va venir croiser des enjeux de politique publique qui sont très variables. Je prends chaque détail, j'en fais une vision d'ensemble, et la vision d'ensemble, en fait, elle s'organise autour de cette nécessité de transition et du facteur humain. Donc, on a pas mal de retours d'expérience sur toutes ces démarches d'aujourd'hui, des rapports, on a des outils qu'on va créer là avec le ministère de la Transition écologique pour dire comment, dans un projet, on arrive à infuser, à utiliser l'apport de ces sciences-là et ces logiques d'accompagnement au changement de comportement. Donc, il y a pas mal de ressources, donc je pourrais en partager. Il ne faut pas hésiter à se tourner vers ces ressources ou vers des acteurs qui ont déjà testé ces Merci beaucoup. Moi, je pense que ça... Vous avez parlé de l'effet de l'habituation quand je vous ai interviewé, et là, vous m'avez parlé de l'effet de surprise qui s'émousse, et vous m'avez dit pourtant, l'habituation, ça peut avoir un aspect positif, parce qu'on voit partout, là, dans les villes, des marquages au sol assez colorés, très jolis pour faire ralentir, etc. Donc, je me dis, mais ça marche ou ça ne marche pas? Donc, l'effet de surprise, il va s'émousser, oui, mais c'est bien aussi l'habituation. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Alors effectivement, l'habituation, c'est à la fois un ennemi et un allié, ou c'est un allié devenu ennemi. Et en fait, c'est là où il faut aller vraiment dans le détail véritablement comportemental. Quand on parle de comportement, on parle d'un schéma d'action, et quand on en prend la mesure, on se rend compte que ça oblige à aller dans une certaine finesse, décider de marcher d'une façon plutôt que d'une autre. Perdre une sorte d'équilibre qu'on avait. Par exemple, quand on est en voiture, on doit ralentir. Il ne faut pas sous-estimer l'ampleur du changement que ça représente. Je décélère, je revois les calculs que je faisais de distance, je réestime le temps, je suis obligé de faire des gestes même qui me réorganisent, alors qu'à cet endroit-là, c'était un endroit où j'avais l'habitude de me laisser aller, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que autant la surprise peut fonctionner à un moment donné comme alerte un peu cognitive, une forme de sensibilisation, où là, ici, il faudrait que je fasse attention. Ça va s'émousser très vite. C'est un peu la leçon de l'étude du CEREMA sur les passages piétons en relief. D'une part, bon, l'installation s'émousse, il faut vraiment travailler le design de la bonne façon, mais en plus, avec la familiarisation et l'habituation, ça diminue dans son impact. Et en fait, l'habituation devient un allié quand elle permet de déclencher un comportement très précis et d'inscrire un schéma comportemental. C'est-à-dire quand elle fait prendre une habitude, et que cette habitude, quand on l'a fait les 4-5 fois où on a été surpris, elle s'installe parce que ça devient un schéma comportemental. Et c'est très différent. Par exemple, est-ce que ralentir, par exemple, je rétrograde. Et j'ai pris l'habitude à cet endroit-là de rétrograder. Et je rétrograde à chaque fois. Et quand je l'ai fait 5 fois, effectivement,
il y a quelque part quelque chose de presque irréversible parce que j'ai pris une nouvelle habitude. Donc, un dispositif qui joue sur la surprise pour inscrire un schéma comportemental précis qui se ritualise, ça fonctionne et ça peut être extrêmement durable. Il peut s'effacer ensuite. L'inscription est là parce que le schéma comportemental est là. Quelque chose qui joue sur la surprise pour juste allumer une petite lumière, créer éventuellement une intention sans déclencher un schéma comportemental, ça ne fonctionnera pas, ça va s'épuiser très vite. Donc c'est pour ça qu'il y a habitude et habitude. Il y a l'habitude qui est ça disparaît, je ne le vois plus, et comme ça inscrit aucun changement comportemental, c'est lettre morte. Et il y a l'autre qui inscrit une habitude dans le sens où ça produit un nouveau rituel. Par exemple, on a travaillé sur la réduction de l'usage du plastique à usage unique dans des équipements sportifs. On a réussi à diminuer alors ça dépend, il y avait 2 équipements différents, mais de 36% ou de 50% la consommation de plastique et d'augmenter d'autant l'utilisation des gourdes en créant des rituels. C'est-à-dire qu'on a joué justement sur un effet de surprise, mais effet de surprise qui faisait réapparaître les points d'eau, qui faisait réduire la distance du point d'eau, créer des nouveaux rituels dans la pratique sportive pour remplir sa gourde, ce qui fait que ceux qui avaient des gourdes le faisaient de manière scénarisé presque et extrêmement visible, etc. Mais le but était d'installer un rituel qui fait qu'après, on enlève tout et c'est installé. Donc, c'est ça la principale différence, c'est est-ce que ça inscrit un nouveau schéma comportemental ou pas. Et ça prend combien de temps pour installer un rituel alors? Ça dépend du comportement, ça dépend de sa complexité, ça dépend de sa distance à la norme, ça dépend de l'effort qu'il demande. Donc, on peut avoir à renouveler cette surprise de temps en temps, on peut ne pas avoir à la renouveler du tout. Il y a des travaux qui donnent des chiffres. Ils sont en fait très variables selon le comportement, d'où l'absolue nécessité de prendre la mesure de la difficulté du changement, vraiment. Et de à quel point c'est une question d'ergonomie, mais aussi de normes sociales. Est-ce que je suis ridicule à rétrograder? Est-ce que tout le monde va me klaxonner et me regarder comme quelqu'un de loufoque parce que je rétrograde? Ce sera un peu plus long d'installer que si, en fait, ça passe relativement inaperçu, par exemple. Est-ce que ça ne nécessite pas aussi un peu d'harmonisation du coup de ces années actifs pour que ça rentre dans le schéma, justement pour si toutes les couleurs sont différentes sur toutes les communes, ça ne crée pas un schéma général si à chaque fois que c'est vert, c'est le même signal. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Il n'y a pas une harmonisation de... Alors, c'est là où, sur la question de l'harmonisation, on l'a vu, nous, dans des sujets, dans différents sujets liés aux gares ou à des espaces publics. Il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de l'automatisme, où l'automatisme, on gagnera toujours sur l'automatisme si on baisse un peu aussi la charge de décodage de l'environnement, et effectivement, si on a des règles simples. Une règle simple qui permet de la retrouver partout. Par contre, avec cet automatisme, on perd le côté prise de conscience et expérience. C'est-à-dire que, par exemple, il y a certaines fois où ce dont on a besoin, c'est certes d'un automatisme, mais aussi d'un attachement presque affectif, de donner de la qualité à l'espace, de se rappeler que l'espace, on y tient, qu'il est important pour nous et qu'on est à un endroit et qu'on n'est pas partout à la fois. Qu'on est à Dunkerque et pas à Lyon. Et que parce qu'on est à Dunkerque, ça a un sens particulier, ça vient activer des choses qui sont un peu plus profondes dans l'attachement au territoire, et que quand je prends soin de mon environnement, d'une rivière, je prends soin de la Seine, ou je prends soin du Rhône, ou je prends soin de la Loire, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Et du coup, on a ces 2 éléments un tout petit peu différents. Je vais prendre un exemple sur les petits signes qu'on met sur les déversoirs, les avaloirs d'eau de pluie. Il y a pas mal de communes qui mettent la mer commence ici. On a fait avec l'Agence régionale de la biodiversité de la région PACA un peu un benchmark de tout ça. Ils m'ont fait, je les ai un peu accompagnés là-dessus. C'est quand même étonnant de voir à quel point les leviers qu'on cherche à activer ne sont pas très questionnés. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que le vrai levier pour réduire le jet de déchets un peu partout, des mégots, etc., et prendre soin des environnements, c'est l'attachement, le vrai levier. C'est l'attachement à un territoire particulier et pas à un territoire générique qui serait la mer, alors qu'en fait, on est à la montagne. On a vu dans des territoires de montagne, ici commence la mer. Alors qu'en fait, le petit torrent d'à côté produit beaucoup plus d'attachement que la mer, en fait. Donc, ça dépend aussi, c'est là où il faut faire, c'est un dosage entre ces logiques très locales, parce qu'on veut cet attachement, on veut produire un peu plus que juste le comportement, et ces logiques génériques qui permettent de produire du réflexe. Et là, il y a une métaphore qui est la métaphore du sportif de haut niveau,
qui est capable d'activer de manière très automatique des gestes, et c'est ça qui fait son efficacité, mais qui est capable à des moments de dire « Oula, je suis dans un moment stratégique très particulier, je désamorce mes réflexes et je suis capable d'aller trouver autre chose, d'aller trouver une autre manière de faire. » Et c'est un petit peu ça qu'il faut accompagner, je crois, c'est-à-dire doser entre des signaux qui permettent de ne pas surcharger mentalement, de ne pas surcharger non plus visuellement l'espace, mais en même temps travailler l'expérience profonde, les logiques d'attachement, de pluralité. Enfin, nous, on a travaillé beaucoup sur le dernier projet à Lyon, sur ce quartier-là, sur la pluralité, enfin, le fait de rendre pluriel l'apparition des modes de vie. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on fait quand on produit des choses très génériques, très standards. Psychologiquement et en termes idéologiques, ça produit des effets. Ça standardise quelque part l'idée des usages de l'espace public et ça rend plus intolérables les usages déviants. Quand on pluralise un tout petit peu ces apparitions, ces modes d'usage, ces signes, on fait apparaître la possibilité qu'il y ait des usages pluriels, donc on rend davantage tolérant aussi aux usages variables et un peu plus inclusif le rapport aux usages. Donc c'est pour ça qu'il faut doser un tout petit peu, à mon avis, entre la standardisation et le caractère pluriel des apparitions, mais qui doivent avoir du sens. Si chacun fait son arbre de Noël partout, l'espace va être impossible à décoder. Donc c'est assez subtil, mais je crois qu'il faut véritablement arriver à garder ces deux aspects-là. Déjà, je trouvais ça incroyable, votre intervention. Et j'ai une question, je vais essayer de la formuler, mais en fait, vous évoquiez à un moment le rapport, enfin, vous évoquiez les enfants. Et dans tout ce que vous avez dit, moi, j'ai fait un lien fort avec le côté enfantin aussi des adultes. Donc, l'anecdote de la mouche, pour moi, c'est un comportement très, qui fait appel à l'esprit enfantin des hommes. Et du coup, on est quand même dans un espace public qui est plutôt très adulte, avec beaucoup d'ordres, d'interdictions, puis on a le sentiment d'être puni si on ne fait pas bien quelque chose. Et la façon de designer les choses, où les comportements fait appel à beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins, beaucoup de choses qui sont aussi, qui peuvent être interprétées comme visuellement représentatives. Et moi, je vois bien, par exemple, avec mes enfants, si je l'ai interdit à un endroit, il va y aller. Si je lui dis rien, il ne va pas y aller. Mais actuellement, on dose côté pas trop infantiliser les messages pour que quand même l'adulte se sente concerné et se dise pas, il y a beaucoup de couleurs, ça doit être pour les enfants. Ouais. Alors oui, effectivement, ben je crois que ça passe, cette question de l'infantilisation, elle est hyper importante pour l'acceptabilité des dispositifs. Les gens réagissent et ils ont bien raison, très mal à l'infantilisation. Et ces démarches-là, elles ne peuvent pas se faire sans une réflexion qui est à la fois une réflexion à qui on s'adresse et quel statut on donne aux citoyens ou à l'usager de l'espace public, qui sont des sujets en fait éthiques aussi, et qui sont de dire à quel point on automatise complètement les choses et on s'en remet qu'au système automatique, et là on infantilise et on est paternaliste, clairement, ou à quel point on produit aussi autre chose et on produit du choix. Et le caractère pluriel dont j'ai parlé, c'est aussi ça, c'est produire du choix, laisser des options et permettre qu'il y ait des prises de décision un peu plus éclairées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut tenir une fois de plus l'aspect enfantin, mais quand on parle d'enfantin, il faut arriver à revenir à la source en termes de qu'est-ce que ça veut dire cognitivement et psychologiquement. C'est quoi un enfant? Est-ce qu'on a raison de parler d'une catégorie de population qu'on enferme dans le statut d'enfant? Ou est-ce qu'en fait, c'est des caractéristiques et des modes de fonctionnement particuliers, parce que particulièrement présents à cet âge-là, mais qui existent à d'autres âges, et on arrête avec les catégories enfants comme personnes âgées, et on se dit non, c'est des modes de fonctionnement. La capacité à la surprise, le fait de questionner les règles, l'attention à des signaux faibles de l'environnement, la prédominance du plaisir et de ce sentiment d'activation par rapport à d'autres choses, la capacité à être là, ici et maintenant, plutôt qu'être tout le temps en train de penser à sa réunion future, etc. Ça, c'est des dispositions psychologiques plus présentes chez les enfants et grand bien à leur face, mais qu'on aurait tendance à adopter peut-être un peu plus nous aussi. Donc effectivement, les espaces publics peuvent se dire comment on essaye d'être aussi accueillant pour ce type de dispositions mentales, etc. Et dernière chose sur ce sujet-là, c'est aussi la question de la sensibilité. Quand je parle du système 1 et de ce système un peu automatique qui prend les signaux faibles, c'est pas pour dire que c'est une déviation ou
un défaut du cerveau humain et il faudrait arrêter d'ailleurs de parler de cerveau parce qu'on pense avec tous nos organes et pas juste avec le cerveau. Donc, on va oublier le cerveau, on va parler du corps, mais c'est plutôt comment on reconnaît à nouveau que l'humain est un être sensible. Sensible, c'est-à-dire que on est poreux, on est des éponges, on se nourrit de plein de choses tout le temps. Et que c'est ça aussi le côté un peu enfantin, c'est-à-dire que les couleurs, mais là on n'a parlé que visuel parce que je suis obligé de montrer des diapositives, mais il faudrait que je puisse diffuser des sons, il faudrait que je puisse diffuser un courant d'air, il faudrait que je puisse diffuser des textures, il faudrait que je puisse diffuser des vibrations. Parce que tout ça sont aussi des éléments qui produisent du design actif potentiellement, qui sont moins faciles à partager, qui circulent moins bien sur les réseaux sociaux, comme on montre une vibration sur Instagram, c'est un peu compliqué. Et pour autant, nous, on travaille aussi beaucoup avec un courant d'air, à la capacité à produire une information qui est majeure. Pareil, des procédés haptiques, donc de vibration, etc., ils sont capables de produire des expériences, du sens, d'inviter à l'usage, etc. Donc, c'est quand même se dire, l'humain est un être sensible, c'est pas qu'un être enfermé dans son raisonnement rationnel qui le met à distance de la nature, des autres, des espaces, c'est un être sensible qui est en contact direct. Et quand on prend ça en compte, oui, on trouve un caractère enfantin, mais en fait, non, c'est pas enfantin, c'est humain, juste. Une toute dernière question, et après, on pourra poursuivre hors caméra. C'était juste, si je vais à Lyon, est-ce que j'ai quelque chose qui me permet d'aller éprouver justement ces dispositifs? D'aller éprouver ces Oui, dispositifs. c'est-à-dire le guide pratique du design actif à Lyon. Non, il faudrait effectivement, parce que alors, moi, j'organise des expéditions apprenantes pour des collectivités ou des acteurs qui se lancent plutôt sur le sujet de l'accompagnement au changement de comportement. Donc, on va voir les gares à Paris, on va voir les aménagements à Lyon, on va voir les choses ici ou là. C'est les circuits qu'on commence à organiser. Mais alors, il faudrait peut-être un circuit touristique du design actif, mais en essayant à la fois d'aller voir les choses qui ont été conçues pour, et c'est celle-là dont je vous ai parlé, qui ont été conçues pour, mais aussi, du coup, se confronter à des espaces en disant, du coup, comment on les relie, quoi. Je crois que là-dedans, il y a une façon de devenir un peu déguiser le regard. Donc, effectivement, à Lyon, on pourrait le faire, effectivement, ce guide-là, aller ici, aller là, etc., et éprouver un peu ces choses-là. Il y a des choses en ligne qui sont disponibles, mais je crois qu'il y aurait effectivement matière à faire ces expéditions apprenantes sur des dispositifs. Après, il n'y a pas que ce qui est dans l'espace, hein. Il y a des choses qui sont autrement que dans l'espace, qui peuvent être sur des dispositifs numériques, par exemple, qui peuvent être des dispositifs d'information un peu particulières ou qui peuvent être temporaires sur l'accompagnement de chantier, des choses comme ça. Enfin, il y a plein d'éléments. Je crois qu'il faut aussi, à mon avis, tenir compte et arriver à travailler sur des opportunités passagères. On a aujourd'hui des enjeux pour des collectivités de mise en place de zones à faible émission, par exemple, qui sont perçues que comme des contraintes et qu'on pourrait transformer en opportunités fabuleuses. Et là-dessus, moi, j'ai un vrai regret, hein, c'est le Covid. Le Covid, on a tous pris un autre rapport aux espaces publics. Ils ont été débarrassés de la voiture pendant un temps. On n'aurait jamais dû redémarrer avec les mêmes espaces publics que ceux qu'on avait d'avant Covid. Les dessins qui avaient commencé à apparaître, on aurait dû continuer là-dessus. On a raté un coche. J'espère que le prochain, on le rattrape. Merci beaucoup, Nicolas Fellen. On en termine là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire d'Urbis Le Mag tout prochainement. Je remercie Alain Caneparo et Joachim Souab qui nous ont aidés à réaliser ce webinaire. À très bientôt. Merci.